Alors nous allons passer à la table ronde sur le financement des nouvelles technologies. Et pour commencer justement à parler de financement, j'invite donc Maxime Maury, qui est directeur régional Occitanie de la Banque de France, à nous faire un premier état des lieux du financement des entreprises dans la région au sens large. Bien, mesdames, messieurs, cher Michel Perrault, cher Jean Tirole, je voudrais partager avec vous ce matin une bonne nouvelle. D'abord, la France bat le record de la croissance du crédit aux entreprises dans la zone euro et aux taux d'intérêt les plus bas. Le chiffre, toutes entreprises confondues, est plus 5,5% contre 3% pour la zone euro. Et le taux d'intérêt moyen est de 1,9 contre 2,3% dans la zone euro. Et cela n'est pas nouveau. Nous observons ça depuis déjà plusieurs années. Nous l'observons avec un peu par moments un sentiment d'étrangeté, car la France a une croissance régulièrement moins forte que la zone euro, ce qui est une anomalie qu'il faut absolument corriger. Et donc, pourquoi le crédit croît-il plus que dans la zone euro? C'est la raison pour laquelle le ministre de l'économie, le gouverneur de la Banque de France ont souhaité symboliquement accroître légèrement, dans le cadre de Bâle III et de ce que nous appelons le coussin contracyclique, l'obligation de fonds propres des banques. Mais cela est un autre sujet et je ne le développerai pas. Les chiffres sont particulièrement brillants en Occitanie, car la région Occitanie a une croissance depuis plusieurs années nettement supérieure au reste de la France, croissance démographique et croissance économique. Je vous donne donc les chiffres, toutes entreprises confondues. Le crédit croît de 6,7% en Occitanie, contre, je le disais à l'instant, 5,5% dans le reste de la France. Je regarde les chiffres du crédit à l'investissement, plus 7% en Occitanie, plus 5,6% dans le reste de la France. Les TPE, PME sont évidemment concernés. Les chiffres sont un peu moins forts que les chiffres généraux. Oui, parce que le sentiment que nous avons, c'est que cette croissance un peu exubérante du crédit finance beaucoup de fusions-acquisitions. Mais voyons les chiffres du crédit au TPE, PME. Pour l'Occitanie, plus 5,1%, donc c'est bien. Et pour l'ensemble de la France, 4,2%. L'investissement des TPE, PME, Occitanie, plus 5,5%. L'ensemble de la France, 4,7%. Ces chiffres se recoupent parfaitement avec les chiffres que nous observons sur la médiation du crédit, moins 14%. Je suis médiateur du crédit, je suis complètement au chômage, ou quasiment complètement. Heureusement, j'ai d'autres activités. La baisse également de la saisine, la baisse des défaillances et la baisse des incidents de paiement des entreprises. Donc, tout ça est bien. Nous ne nous contentons pas d'observer cela. Nous posons tous les trimestres aux entreprises la question « Avez-vous obtenu satisfaction dans vos demandes auprès des banques ?» C'est une enquête que la Banque de France fait tous les trimestres. Alors la question c'est « Avez-vous eu satisfaction pour la totalité ou au moins 75% de votre demande ?» Et nous posons cette question aux TPE, nous la posons aux PME. Alors voilà le résultat. Pour les PME, s'agissant des demandes de crédit de trésorerie, le taux d'acceptation est de 87%. Pour les TPE, il est un peu moins fort, on s'en doute, 73%. Et pour les demandes d'investissement, il est de 95% pour les PME et il atteint 84% pour les TPE. Donc vous voyez, toute l'information, toutes les informations, toutes les sources se recoupent, le crédit va bien. Pour autant, les nouvelles technologies et les start-up peuvent connaître des difficultés de financement. Et nous en tirons comme conclusion à la Banque de France que tout ne doit pas dépendre du crédit bancaire. Pardonnez-moi cette trivialité, mais il faut souligner que la zone euro a la première épargne du monde, 350 milliards d'euros. Nous sommes la première
zone économique d'épargne au monde. Et à la Banque de France, à la Banque centrale européenne, nous souhaitons évidemment que cette épargne puisse être dirigée davantage vers le financement des créateurs, de l'innovation, de l'investissement, qu'elle parte moins vers l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle nous militons pour l'achèvement d'une union de financement de marché, l'achèvement de l'union bancaire. Et nous pensons qu'il faut développer des titres, comme on a commencé à le faire avec l'EuroPP, permettant à des gammes de plus en plus importantes d'entreprises d'accéder à des financements de marché pour ne pas être complètement dépendantes des financements bancaires, et puis aussi par le bas avec le crowdfunding qui y contribue. Voilà ce que je voulais dire comme à titre d'introduction de cette table ronde. Merci. Merci beaucoup de nous avoir montré le dynamisme de la région qui, effectivement, par le biais de ces chiffres, à la fois baisse des problématiques, des saisines de la médiation, mais augmentation du crédit et aussi baisse du nombre de faillites, on l'a vu, finalement, montre que la région a l'air tout à fait en forme. Alors, justement, est-ce que les nouvelles technologies profitent de ce dynamisme et comment, effectivement, les financer? Donc, pour cette table ronde, nous avons donc prévu à la fois effectivement, comme on l'a vu, un panel assez complémentaire. Donc Pierre Carli, qui est président du comité FBF Occitanie, Corinne Dagrin, qui est présidente du directoire d'IRDI Soridec, Laurent Cambus, qui est directeur des métiers d'innovation à BPI France, Laurent Latorce, qui est président d'Aerod Technologies, ce sera notre entreprise témoin aujourd'hui pendant la table ronde, et Bernard Attali, président de Gouvernance et Valeurs, qui nous parlera plus des méthodologies justement d'évaluation au niveau de ces nouvelles technologies. En effet, pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que les nouvelles technologies peuvent, le cas échéant, avoir en matière de caractéristiques et donc de financement des spécificités. Et dans le cadre effectivement de nouvelles technologies qui ont besoin aussi de recherche ou de passer du temps avant de trouver finalement un équilibre financier, comment fait-on pour les financer? Donc première question qui sera posée au panel, c'est d'abord effectivement un peu un état des lieux de ce financement et peut-être la prise en compte aussi de ces spécificités de nouvelles technologies dans le financement. Je laisse la parole d'abord à Pierre Carli. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En tant que représentant de la profession bancaire, je voudrais d'abord vous décrire les difficultés que représente pour les banques le financement de l'innovation. L'innovation se caractérise essentiellement par son caractère immatériel. C'est donc quelque chose qui est difficile à appréhender. Quand une entreprise vient vous dire je veux acheter une machine-outil, ou un commerçant dit « je veux acheter un restaurant », on appréhende de quoi il s'agit. L'innovation, c'est souvent « je veux recruter 10 personnes pour travailler, développer du code, ou faire quelque chose ». C'est difficilement perceptible par le banquier. Au-delà de savoir ce qu'il finance, le banquier veut savoir quel impact ça aura sur les résultats de l'entreprise et sur son bilan. Sur les résultats, on connaît des ratios, on sait que si on achète un restaurant en fonction du nombre de couverts, on aura un chiffre d'affaires, telle machine-outil va produire tel produit et va déclencher tel chiffre d'affaires. Quand j'embauche 10 personnes, je reviens au côté immatériel, pour développer du code ou travailler sur une nouvelle molécule, c'est compliqué de produire un business plan qui soit compréhensible de la part d'un banquier. Alors on se dit après, si on ne sait pas le résultat, dans le bilan, qu'est-ce que ça va donner? Dans le bilan, si vous regardez le bilan des entreprises en France, l'immatériel n'est pas représenté. Et l'immatériel, d'ailleurs, ce n'est pas que les frais d'innovation, c'est souvent l'image, beaucoup d'autres éléments. La notoriété de l'entreprise, ça ne se retrouve pas dans le bilan. Ça ne se retrouve pas dans le bilan, donc ça ne se retrouve pas dans les ratios de la Banque de France. Donc la notation de l'entreprise ne va pas être terrible. Donc, comme vous le savez, toutes les banques européennes et mondiales sont d'une surveillance très stricte. Vous
Vous avez entendu parler des résultats du stress test de la BCE, et je dois souligner que l'ensemble des banques françaises est sorti très honorablement de ces stress tests. Mais si je finance des entreprises qui n'ont pas une bonne notation, je vais dégrader ma notation en tant que banque vue par la BCE. Enfin, la dernière question que se posent les banquiers, c'est si ça se passe mal, quelle garantie j'ai ? Eh bien, si j'ai financé un commerce, je ne vais pas avoir le nantissement du fonds de commerce. Si j'ai financé une machine-outil ou un camion, je peux avoir un nantissement ou un gage sur le camion. Si j'ai financé le travail de 10 informaticiens pendant 1 an, voilà. Donc voilà les questions qui se posent aux banques devant le financement de l'innovation. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure ou si vous souhaitez que je l'aborde tout de suite. Non, la deuxième effectivement, question sera sur justement ce qu'on va faire. Ok. Voilà, donc, pour vous dire simplement en conclusion, les entreprises qui innovent, vu des banques, c'est des moutons à 5 pattes, et pas seulement des banques, de la comptabilité, de la Banque de France et des régulateurs. Merci Corinne Dagrin. Donc vous allez nous parler aussi de ce sujet. Oui. Alors merci de permettre ce relais par rapport à l'action des fonds propres sur le sujet des nouvelles technologies, puisque c'est justement un sujet qui est adressé par le monde du capital investissement et un segment du capital investissement qui s'appelle le capital amorçage et le capital risque. Nous sommes ici au sommet effectivement du risque dans la chaîne de valeur du capital investissement, mais sur un enjeu néanmoins absolument passionnant et qui conditionne le développement de nos grandes filières et de nos emplois, notamment sur la région. Et c'est un sujet particulièrement dynamique. Effectivement, c'est un sujet cyclique. On a vu des grands cycles dans le monde du capital amorçage et du capital risque liés aux crises économiques successives. Et en ce moment même, nous sommes dans le cadre d'un marché que je qualifierais de bouillonnant, puisque effectivement, il faut rendre hommage à l'effort qui a été mené par la puissance publique et par les institutionnels du métier, et notamment aussi également les partenaires bancaires, BPI-France, les régions, même les métropoles travaillent dorénavant sur ce sujet, et également l'Europe, pour animer ce sujet du financement des nouvelles technologies qui est absolument crucial, et ça porte ses fruits, puisque aujourd'hui, la France, d'après les derniers chiffres qui ont été publiés par Ernst & Young, occupe le 2e rang en Europe du financement des nouvelles technologies sur le premier semestre 2018, avec 1,9 milliard d'euros investis. Alors certes, l'Île-de-France tient le haut du chapeau sur ces questions, la place majeure, mais comme ça a été souligné, les régions également sont en train de se doter de leurs outils, sont en train de comprendre la nécessité d'accompagner ce qui est en train de se passer sur ce domaine du financement en particulier, et la région Occitanie sort en 3e position au niveau national pour ce qui concerne le financement en fonds propres des nouvelles technologies au premier semestre 2018. Donc, à noter d'ailleurs la grande part du digital, évidemment, sur ces levées de fonds qui ont été menées récemment, suivies de près par les sciences du vivant, qui représentent un très grand enjeu. Alors, nous sommes effectivement dans un écosystème extrêmement foisonnant qui est animé par des accélérateurs, des incubateurs, les partenaires bancaires, les partenaires publics, et tout ça dans un cadre où de nombreux acteurs se sont positionnés, puisque un indicateur chez nous, c'est ce qu'on appelle le dry powder, la capacité de force de frappe des fonds d'innovation, et on note qu'elle a doublé en 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de moyens d'intervention en fonds propres sur les nouvelles technologies, et notamment sur le territoire, puisque nous-mêmes, nous venons de lever cette année, en 2018, grâce à nos partenaires publics et privés, 100 millions d'euros dédiés à l'innovation. Nous en sommes très fiers. Ça veut dire qu'il y a une thèse d'investissement pour le capital investissement régional. Il y a un très beau deal flow dans la région, également en Nouvelle-Aquitaine, sur laquelle nous travaillons également. Nous avons des beaux laboratoires de recherche. Nous sommes là aussi pour accompagner ces entrepreneurs qui vont capitaliser sur ce qu'on appelle les deep tech. C'est un sujet crucial en France, et singulièrement ici en région également. Et pour ce faire,
puisqu'effectivement, il y a des vraies spécificités de ce métier. Donc nous, on a une pratique également capital développement transmission, mais nous avons une équipe dédiée en capital innovation de 7 investisseurs, et nous avons même spécialisé ces investisseurs entre l'amorçage et le capital risque. Nous sommes là effectivement pour accompagner les entreprises du territoire d'une manière dynamique, et le dynamisme de la région a été noté par Toulouse Place Financière. Je le note au niveau des IPO. Sur les 7 IPO mentionnés, nous sommes présents au capital de 4 des entreprises qui ont été mentionnées, Osmosis, BioUV, Awax et Advicen. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, comment BPI se positionne-t-elle par rapport effectivement à ce financement ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, au niveau de BPI France, on accompagne les entreprises. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de nouvelles technologies ? Nous, ce qu'on voit à travers les accompagnements qu'on fait en région, mais également au niveau national, c'est que depuis une bonne dizaine d'années, la majorité des projets d'innovation que l'on voit sont liés au smartphone. Donc ça a permis le développement de beaucoup d'usages, de beaucoup de services, mais on a, nous, la conviction qu'on est peut-être arrivé à une fin de cycle ou une asymptote, et que demain, il y a d'autres technologies, des technologies de rupture qui vont prendre le relais pour créer de la différenciation et de la valeur ajoutée. De toute façon, c'est pour répondre aux grands enjeux de demain, on en aura besoin. Hein. Donc c'est sur la santé, une médecine plus personnalisée, plus individualisée. Ça va être sur l'éducation, mieux se former, mieux apprendre. C'est les secteurs qui concernent la production et le stockage de l'énergie, tout ce qui a trait aussi à la mobilité. Donc ces projets d'innovation et de rupture, ils ont forcément leur spécificité. Déjà, ce sont des projets qui ont un niveau de risque plus élevé que les autres projets. C'est des programmes qui sont également plus complexes sur le plan technique. Ça veut dire aussi qu'il y a des cycles de développement qui sont plus longs. Entre la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation, ça prend plus de temps. Donc les délais d'accès au marché sont plus importants. Ce qui veut dire aussi que ce sont des programmes qui sont plus capitalistiques, donc qui vont mobiliser plus de ressources. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur ces projets, forcément, ça enclenche des processus d'innovation. Et qui dit innovation, comme ça a été abordé tout à l'heure, l'innovation, c'est des investissements qui sont immatériels. Et le financement de l'immatériel, c'est vrai que c'est un sujet. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit, sur de l'immatériel, on n'a pas de possibilité ou peu de possibilités de se garantir. Premier truc. Deuxièmement, sur ces projets qui sont longs, encore une fois, il est plus difficile de calibrer ou d'estimer la calibration des ressources financières dont on va avoir besoin pour aller au bout du programme. Et troisièmement, le retour sur investissement sur ces projets également est plus difficile à évaluer. C'est des projets plus longs, encore une fois, le marché n'est pas encore là, donc c'est un petit peu plus compliqué d'évaluer ce retour sur investissement. Donc forcément, ça impacte les modalités d'accompagnement et de financement de ces outils. C'est-à-dire qu'au-delà des classiques analyses des données comptables et financières, il faut certainement évaluer d'autres dimensions du projet, la stratégie et autres. Voilà. Et sur les outils, bon, je peux en parler dès à présent, mais on peut l'évoquer plus tard sur les outils de B. Alors déjà, aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'une palette de dispositifs pour intervenir sur ces programmes. Hein. Alors ça va du soutien direct à l'innovation, avec des dispositifs, des aides, des prêts d'amorçage, des prêts innovation. Ça peut faire intervenir aussi des outils de garantie, mais également des investissements en fonds propres, de façon directe ou indirecte. On peut intervenir aussi sur de la garantie bancaire. Hein, lorsque une entreprise se développe un programme d'innovation, il y a également parfois besoin d'avoir accès à du crédit en complément des autres outils ou de l'autofinancement. Et puis, chez BPI France, on dispose d'une large gamme aussi de ce qu'on appelle des prêts sans garantie qui permettent d'intervenir spécifiquement sur des investissements immatériels. Voilà. Donc, ils sont bien adaptés à ce besoin. C'est des prêts qui sont un peu particuliers puisqu'ils ont l'avantage d'avoir un différé de remboursement du capital de 1 à 3 ans. La grosse majorité, c'est 2 ans, ce qui permet à la fois d'amener de la trésorerie à l'entreprise sur son projet lorsqu'elle en a besoin, mais également de lui laisser le temps, donc de l'oxygène, pour monter en tour et avant de commencer à rembourser la dette. Voilà. Merci. Laurent Latorce, vous êtes président d'Airod Technologies. Donc, vous allez peut-être nous expliquer un petit peu justement ce que vous faites et comment vous avez pu trouver justement des financements au moment où vous en aviez.
Bonjour à tous. Donc, je suis le créateur président d'Erod Technologies, qui est une PME aujourd'hui de 19 personnes. C'est une jeune start-up qui a ce mois-ci 16 ans. Et quand j'ai créé tout seul, je ne connaissais pas tous les moyens qui aujourd'hui font la une des journaux par rapport aux start-up. Donc, moi, ma problématique a été de suite de vendre et de vendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, dans un avion, un train, un satellite, une voiture, il y a plusieurs unités intelligentes. Alors, c'est quoi une unité intelligente ? C'est comme un smartphone, quoi. Sauf que dans une voiture, ça se caractérise par exemple par un calculateur ABS, un calculateur d'injection. Dans un satellite, c'est un module de puissance. Dans un avion, c'est une sonde de température, etc. Donc, mes clients fabriquent ces produits. Et moi, je leur propose des bancs de test pour fiabiliser leurs produits et des lignes automatisées et robotisées pour les fabriquer en grande série. Vous imaginez bien qu'une voiture, il y a 2 millions de voitures vendues en France. Donc, il faut 2 millions de calculateurs ABS, 2 millions de calculateurs injection, etc. etc. Donc, voilà ce qu'on fait. On fait des bancs de test et des lignes robotisées pour les équipementiers. Et donc, quand vous commencez tout seul et que vous faites ça, c'est un peu compliqué de vous en sortir. Bon, vous tombez sur des clients qui vous font confiance, qui vous donnent vos premiers contrats, et vous commencez comme ça à embaucher votre premier salarié jusqu'à aujourd'hui, arriver à 19. Alors, comment j'ai pu financer mon développement ? Alors déjà, j'ai eu la chance de tomber sur l'un des seuls... Ça, c'est pour la petite boutade. L'un des seuls banquiers restants vivants, les vrais banquiers, quoi. Donc, qui vous font confiance, qui vous prêtent sur votre bonne tête, parce que forcément, vous n'avez rien prouvé avant, et qui vous font au téléphone des crédits de trésorerie, des découvertes autorisées alors que vous n'avez pas de bilan, etc. C'est un peu compliqué, mais heureusement, il en reste. Et c'est grâce à eux que vous arrivez à vivre, à survivre. Notamment quand ils vous autorisent du DAI, du découvert autorisé, je l'ai dit. Et avec les années, les clients mettant la pression financière sur leurs fournisseurs, au lieu de payer des 30% à la commande, des 30% aux études, ils ont commencé à vouloir payer 100% à la livraison. Donc nous, quand vous imaginez une ligne de production robotisée, avec les fournisseurs de robots que je dois payer. Si je suis payé qu'au bout du 5e mois, et encore avec le délai de paiement de 90 jours, bon, Airbus m'a fait 60 jours, mais bon, faut toujours se battre avec les acheteurs. Qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez un découvert encore plus important. Donc là, le banquier vous dit oui, mais là, je commence à risquer par rapport à ma hiérarchie. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez la même pression sur vos fournisseurs. Et comme ça, toute la chaîne de valeur se retrouve impactée jusqu'à la TPE, jusqu'aux fournisseurs de boulons, de résistance, de cartes électroniques. Donc, ce n'est pas un modèle qui, pour moi, est viable dans le temps. Heureusement, des grands comptes comme Airbus s'en sont rendus compte et ont commencé à arrêter de payer leurs fournisseurs en retard. Donc, ils ont payé à 60 jours, à 30 jours, en fonction des négos. Mais ils ont commencé à payer leurs fournisseurs en retard. Moi, avec les années, j'ai commencé à gagner de l'argent, au bout de la 14e année. Et donc, j'ai commencé aussi à payer mes fournisseurs à l'heure, et même avant la date où mes clients m'ont payé. Tout ça pour vous dire que c'est difficile, créer une boîte, c'est difficile. Aujourd'hui, je suis content qu'on mette la lumière sur les startups, sur les financements. Il y a beaucoup de financements à l'amorçage, au développement, à la création. Mais aujourd'hui, moi qui suis une PME innovante, puisqu'aujourd'hui, on a parlé de moutons à 5 pattes, j'ai banni ce terme de mon discours commercial, mais pendant 14 ans, j'ai dit à mes clients que je faisais des moutons à 5 pattes. Parce que je fais des lignes sur mesure, des choses qui n'existent pas, et c'est compliqué de mettre une rentabilité là-dessus, puisque le client vous dit c'est trop cher, les fournisseurs vous disent de toute façon mon robot c'est ce prix-là. Donc, vous êtes entre le marteau et l'enclume et c'est compliqué de faire de l'argent.
Donc, après ces 14 ans, donc, on a eu des délais de paiement de plus en plus difficiles à respecter de la part de nos clients. Et donc, aujourd'hui, à force d'aller au bout du bout, de multiplier les découverts autorisés, les DAI et tout ce que vous pouvez imaginer, on a commencé à mettre en place des cautions bancaires. Donc, les cautions bancaires, c'est pareil. C'est quoi une caution bancaire? J'ai une commande de Valeo ou de Airbus ou de Thales, avec un contrat à 100 000 euros, avec 30% à la commande, contre caution bancaire. Donc, je vais voir mon banquier et je lui dis, est-ce que tu peux me faire 30% de 100 000 euros en caution bancaire? Il me dit oui. Sauf que dans l'année, j'en ai 4 ou 5 à faire. Et donc là, je dépasse mon plafond qui s'accumule avec le découvert autorisé, bon bref. Et donc, du coup, je ne peux pas honorer mon contrat. Donc, je suis obligé d'aller voir un autre banquier, lui dire, voilà, je suis gentil, est-ce que tu veux bien m'accepter dans tes comptes? Et surtout, me faire une caution bancaire à 250 000, ça m'arrangerait. Donc, voilà toutes un peu les difficultés qu'on a quand on est une jeune entreprise. J'ai une anecdote. Quand vous êtes jeune entrepreneur, vous ne savez pas qu'il faut discuter avec la Banque de France et surtout aller négocier votre note, puisque votre note a un impact sur le paiement de vos fournisseurs. Donc moi, mes fournisseurs, je leur disais, je vais te payer à 90 jours. Ils me disaient non. Je leur disais si, puisque moi, mon client, il me disait non. Donc je dis, 60 jours. Non. Et comment je fais alors? Améliore ta note Banque de France. Donc ça, on l'apprend sur le tas, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas d'école de chef d'entreprise. Ou peut-être je suis trop vieux, je ne sais pas. Mais... Donc on l'apprend sur le tas. Et donc je vais voir la Banque de France et la personne que j'ai en face me dit... vous avez une belle entreprise, mais elle est trop jeune, quoi. Alors, je regarde derrière moi, je lui dis à la personne, mais ça fait 14 ans que je prouve au monde entier que ça va, c'est viable, quoi. Ah oui, mais vous ne l'avez pas hérité de votre père, de votre grand-père, elle n'est pas centenaire, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, c'est des genres de réflexions. C'est pas lié à la Banque de France, je ne veux pas mettre le focus sur la Banque de France, mais les banquiers, c'est pareil. Ils ont du mal à financer l'immatériel parce que, c'est vrai, j'ai compris le discours de Pierre. Mais nous, quand on crée une boîte, on a sorti ce qu'on avait dans la poche, là, parce que j'ai pas eu la chance de naître dans une famille aisée. Donc j'ai sorti ce que j'avais dans la poche, je l'ai mis sur la table. J'ai pris des cautions de partout, là, sur ma tête. Vous voyez pas, mais je pourrais être SDF en 2 secondes et 3 centièmes. Donc, les banquiers, les financiers ne se rendent pas compte, mais quand on est entrepreneur, on met toute notre passion, tous nos tripes sur la table. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à mettre dans un tableau Excel, mais ça mérite un financement, quoi. Merci beaucoup. Pour ce point de vue concret du chef d'entreprise qui effectivement développe son entreprise, il y a un point que vous avez cité qui est intéressant sur l'éducation financière. C'est un des sujets aussi. On a fait une conférence sur ce thème il y a 2 semaines à la Banque de France, et c'est un des 5 piliers justement aussi que vous avez notamment, puisqu'il a été en tout cas prévu dans les piliers de l'éducation financière dont la Banque de France est aussi un des opérateurs majeurs. Bernard, justement, on a parlé de cette difficulté de pouvoir évaluer le capital immatériel. Comment voyez-vous les choses? Alors, je dirais que le hasard fait bien les choses, parce que je suis à Toulouse. Il se trouve qu'une des entreprises que j'accompagne est à Toulouse. Et elle vient d'ailleurs d'être aidée par la région Occitanie. Et avec cette entreprise, j'ai connu exactement, côté conseil, l'expérience que vous avez relatée. Alors d'abord, je dirais, je rebondirai sur l'éducation financière. Comme on est dans un lieu d'institution d'enseignement supérieur, il me paraîtrait intéressant qu'au sein de cette institution, il y ait des ateliers où vous m'entendez là? C'est mieux là? Ouais. Il serait bien qu'au sein de ce genre d'institution, il y ait des ateliers où on réunisse des chefs d'entreprise avec des banquiers ou des financiers. Parce que d'abord, on a un problème culturel. Avant d'avoir un problème technique, on a un problème culturel parce qu'on a des populations qui ne se comprennent pas. Je dirais que pour être schématique, les créateurs d'entreprises, notamment dans les startups, sont des gens de formation scientifique et qui ont une culture entrepreneuriale. Et en face, on a un financier qui a des réflexes de financier. C'est pas une critique, mais c'est 2 cultures différentes.
Et moi, je l'ai vécu en live. Alors, à partir de ce premier point, qui est un problème culturel, viennent les problèmes de méthodologie. Il est évident que les méthodologies traditionnelles, quand un banquier ou un financier a devant lui un chef d'entreprise, un créateur de start-up, il veut d'abord ce qu'on appelle un track record, il veut des états financiers. Par définition, la start-up, elle n'a pas d'état financier, elle n'a pas de track record. J'invente pas. Bon. Donc, la première difficulté, c'est comment passer ce cap. Alors, aujourd'hui, on arrive à passer ce cap parce qu'il y a les prêts d'amorçage, il y a un certain nombre d'outils. Par contre, ce qui devient très difficile pour le chef d'entreprise, c'est la phase de développement. C'est-à-dire, c'est le moment où il n'a pas encore un seuil, il n'a pas encore, je dirais, atteint 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc là, il est dans ce que les entrepreneurs appellent la vallée de la mort. Et c'est là où se pose la problématique de la méthodologie de valorisation des actifs immatériels. Donc, je dirais, pour être simple, si vous voulez, pour valoriser une entreprise, on a recours à traditionnellement 3 ou 4 méthodes. Donc là, il y a la méthode de la DCF, il y a les méthodes patrimoniales, il y a les méthodes des multiples, et puis il y a une méthode mixte qu'on appelle la méthode des praticiens. L'intérêt de la valorisation des actifs immatériels, c'est qu'on va noter chacun de ces éléments qui constituent les actifs immatériels, on va les valoriser, et plutôt que d'avoir, je dirais, une démarche soustractive, où actuellement, par les méthodes traditionnelles, on a une boîte noire qui s'appelle le goodwill, qui est l'écart entre le prix d'acquisition et la valeur nette comptable réévaluée, on donne à chaque élément de ce qui constitue l'actif immatériel une notation, une cotation, ce qui permet d'améliorer le dialogue entre le financier et l'investisseur et le créateur. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Je vais être très clair, puisque je le vis. Quand un entrepreneur veut avoir des fonds, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une DCF, il fait le calcul à l'envers, et il dit, ma société, elle vaut tant. Donc, en face, on a un financier qui dit, écoutez, je veux bien vous croire, mais prouvez-le-moi. Et l'intérêt de ces méthodes, alors on va pas les développer, mais ces méthodes, si vous voulez, qui sont des méthodes additives, ça permet, si vous voulez, d'apporter de la rationalité au débat. Alors, il faut quand même savoir que ces méthodes, on commence à en parler, mais c'est pas des savants fous. Vous avez un thésauriste de Bercy qui en parle, vous avez plusieurs méthodes, vous avez la méthode Marois-Fustek, ça commence à être enseigné dans des grandes écoles, ça commence à être enseigné à HEC, BPI s'y intéresse, le ministère de l'économie et des finances s'y intéresse, et je dirais, puisqu'on est dans un lieu de formation, je pense qu'une des solutions pour combler ce gap qui est entre les financiers et les entrepreneurs, ça serait de développer ces méthodes qui aujourd'hui existent. Voilà. Merci. Alors justement, on a parlé peut-être des lieux et donc des difficultés aussi qu'on pouvait rencontrer. Quelles sont les évolutions qui seraient nécessaires pour améliorer justement le financement des nouvelles technologies et permettre aussi le développement de ces entreprises spécifiques qui ont besoin effectivement de financement à l'amorçage, mais aussi pour se développer et pour qu'à un moment, nos fameuses PME deviennent des très belles ETI et ne se fassent pas racheter forcément avant. Corinne. Je pense que vous avez synthétisé le débat dans votre question, puisque la question, c'est bien celle de la chaîne du financement et de la capacité à intervenir pour accompagner nos entreprises à tous les stades de leur développement. C'est le point clé. Je l'ai dit tout à l'heure, un effort remarquable a été mené en France pour stimuler et permettre le capital amorçage, ce qu'on appelle le CID. Il y a quelques années encore, sans BPI, à qui je rends à nouveau hommage, sans BPI France, il n'y aurait pas eu d'offre capital amorçage au niveau national. Donc c'est beaucoup d'argent public. La puissance publique est dans son rôle, puisqu'effectivement, on est au sommet du risque à ce moment-là. Mais une fois que ça c'est fait et que effectivement BPI et les institutionnels se sont mobilisés pour le capital amorçage, puis pour le capital risque, la fameuse vallée de la mort dont parlait Bernard un instant, reste, et ça c'est un débat bien connu, le financement de ce qu'on appelle le growth, c'est-à-dire la capacité à accompagner nos belles pépites qui ont été accessoirement financées sur les deniers publics, les accompagner et éviter qu'elles retrouvent leur financement, notamment à l'international, et qu'elles nous échappent. Donc on parle des fameuses levées de fonds de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, et là
on dépasse effectivement la capacité de la puissance publique ou des actionnaires institutionnels, notamment bancaires, qui ont joué leur rôle, ou industriels sur ces sujets. Et effectivement, il y a cette question de la mobilisation de l'épargne publique pour accompagner ces levées de fonds, sachant qu'on n'est pas si mauvais en France. Je pense qu'il faut effectivement arrêter de regarder uniquement ce qui va pas bien. Donc ça, c'est de mon point de vue un débat très connu, le financement du late stage. Ensuite, j'ai deux sujets un peu plus personnels, et je pense qu'il faut aussi avoir les pieds sur terre, ce qui a été le cas de cette table ronde. Je pense qu'on est sur des sujets, le financement de l'immatériel, qui sont assez compliqués, et il est très difficile, ça a été dit par tous les intervenants, de valoriser ces entreprises. Or, valoriser l'innovation, valoriser nos talents, c'est le point clé de notre industrie. Ça veut dire que ça n'est pas uniquement au private equity de faire ça. Les industriels, in fine, doivent être capables de financer et d'accompagner nos pépites également. Ça veut dire qu'ils doivent participer à cette chaîne de financement et valoriser les entreprises. Or, justement, on se rend compte, et je pense que ça pourrait être l'objet d'une étude qui existe déjà sans doute, c'est comment, une fois passé ce stade de l'amorçage, du risque, puis du growth, nos entreprises sont valorisées par les industriels. Quelle est l'animation du marché des exits, du marché de la liquidité du private equity sur ces sujets, où traditionnellement, et ça a été dit, la performance, le TRI qui en ressort est généralement plus faible et plus risqué, par définition, qu'un capital développement transmission. Le jour où on saura bien valoriser en France ces entreprises, je pense qu'on aura définitivement gagné. Et j'ai un dernier point, évidemment, qui me tient également très à cœur. Ça a été dit également, il ne faut pas opposer cette table ronde à celle qui suit. Le capital innovation, le capital risque doit être patient. On se rend compte que très souvent, alors de très belles histoires vont très vite, tant mieux. Il y en a qui sont plus longues. Hérode vient de témoigner également sur ce sujet. Il faut être capable de les accompagner dans la durée. Par exemple, nous avons accompagné une très belle histoire qui s'appelle IGEXAO. On est rentré il y a 30 ans à 0,15 € l'action, et dans le cadre d'une OPA amicale où Schneider, justement, alors là c'est le contre-exemple par rapport à ce que je viens de dire, a fait l'acquisition d'IGE à 130 € l'action. Ça a pris 30 ans. Ça a créé plein d'emplois, plein de valeurs. Ça s'est diversifié à l'international. Il faut être patient, également en capital innovation. La FBF, effectivement, a certainement, sur ces sujets-là et sur les évolutions et les améliorations possibles aussi, des idées sur le sujet. Oui. D'abord, en première partie, je voudrais quand même les solutions qui existent, parce qu'il y en a. Mais avant, je voudrais dire combien, pour moi, c'est important qu'on arrive à progresser dans ce domaine, parce que je crois essentiellement que les emplois de demain, ce sera les entreprises innovatrices et les start-up d'aujourd'hui. Ce n'est pas les grands mastodontes, peut-être à exception d'Airbus, qui sera encore là et qui créera beaucoup d'emplois en France, je ne sais pas. Dans tous les cas, si on veut que la France se développe et que la région Occitanie se développe, il faut à tout prix qu'on soit tous aux côtés des entreprises innovantes. Et en particulier qu'on ait des dispositifs à Toulouse, parce que si on n'avait pas à Toulouse, il y a des start-up qui sont obligées de partir à Paris quand ce n'est pas aux États-Unis, où on trouve quelquefois des mécanismes de financement des start-up moins regardants qu'en France. Alors, un petit point quand même, on a dit les difficultés pour les banques. Il existe aujourd'hui des solutions. D'abord, il est clair que la plupart des banques, en tous les cas la Caisse d'épargne, dont je suis le dirigeant, ont mis en place des grilles d'analyse des besoins des start-up qui ne sont plus des grilles quantitatives, parce que demander quel chiffre d'affaires, le résultat, et faire un business plan à 5 ans, c'est difficile pour une start-up. Donc on a des grilles qui sont beaucoup plus qualitatives. Quelle est la nature du produit que vous voulez lancer? Quel est le marché? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Quelles sont les compétences dont vous disposez, etc. Qui permettent quand même de consentir des crédits sans que tout ce track record comptable et financier existe. Il y a bien sûr aussi en France l'intervention majeure de la BPI, qui est là soit en direct, soit en soutien des banques. Il y a beaucoup de formules où quand la BPI met 1 €, la banque met 1 €, etc. Et des systèmes de garantie. Il y a aussi les collectivités. Quand je parle des collectivités, c'est les régions qui ont toutes mis en place des dispositifs, et en particulier la région Occitanie, souvent, quelquefois seules, quelquefois aussi en profitant des aides européennes. Et là aussi, probablement que les Français
sont un peu trop nombrilistes et ne vont pas assez voir à Bruxelles toutes les aides dont on peut disposer. Mais la BEI et le FEI permettent aux régions qui en ont envie de mettre en place des dispositifs qui sont tout à fait dynamiques et qui donnent de très bons résultats. Enfin, il y a l'État en direct. Il y a quand même quelque chose qui est magnifique en France et qui s'appelle le crédit impôt recherche et qui permet à un très grand nombre d'entreprises de bénéficier de ces subventions. Voilà. Alors aujourd'hui, on voit quand même que les banques interviennent beaucoup en crédit. Elles interviennent aussi beaucoup en haut de bilan. Corinne l'a cité. La moitié des investisseurs de l'IRDI sont les banques et des banques régionales. Pour ce qui représente le groupe BPCE, Caisse d'épargne et Banque Populaire au niveau national, l'ensemble des caisses d'épargne et des banques populaires ont investi plus de 2 milliards d'euros dans les outils de capital développement. Donc c'est vraiment un levier majeur. Et en plus, comme l'a dit Corinne, à Toulouse, on a voulu pousser pour que ce ne soit pas que du capital développement. On a lancé des instruments pour l'amorçage et le capital risque. Après se pose une vraie question qui est comment les particuliers eux-mêmes peuvent intervenir dans le dispositif. Bon, on a vu fleurir des tas de solutions de crowdfunding ou même de crowdlending dans le domaine du prêt. Personnellement, je n'y crois pas et on voit d'ailleurs que, en tous les cas en France, l'histoire se termine pas très bien pour certains d'entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un pays où, culturellement, il y a un degré d'appétence au risque des particuliers qui est quasi inexistant. Il y a un sondage, une enquête qui est sortie encore la semaine dernière, qui dit qu'il n'y a pas plus d'un Français sur 10 qui est prêt à ce que son épargne soit placée dans un véhicule à risque. L'État a eu ces derniers temps des tas d'initiatives pour favoriser l'investissement des particuliers. Il y a eu le PEA-PME, il y a eu l'incitation des compagnies d'assurance à replacer les fonds. Toutes les banques proposent aujourd'hui, et les compagnies d'assurance proposent des contrats d'assurance vie avec une partie euro qui est non risquée et puis une partie unité de compte. C'est très difficile aujourd'hui de faire venir les particuliers vers, et c'est aussi l'une des raisons de l'échec du crowdfunding, vers les investissements à risque. Donc je crois que culturellement, il y a vraiment un travail énorme à faire en France pour réconcilier les Français avec l'entreprise et faire qu'ils soient prêts à investir. En attendant, on a un système financier et bancaire avec les banques, BPI et puis toutes les sociétés de capital en investissement qui est quand même très efficace, mais on pourrait arriver à mieux. Après, je dirais, il y a des tas de points sur lesquels on peut améliorer. C'est, comme l'a dit M. Attali, transformer un peu les outils comptables et la vision des banques et des banques de France pour que l'innovation se retrouve aussi un peu dans les comptes et dans les méthodes d'évaluation. Favoriser tout le capital développement, etc. Il y a des choses qui se font, je pense que c'est très bien. Et je terminerai quand même par un point qui me paraît peut-être le plus important, c'est l'innovation, c'est pas que des chiffres, c'est aussi des relations humaines. Et quand Laurent dit qu'il a trouvé peut-être le seul banquier qui était encore prêt à lui faire confiance, il a sûrement raison, et c'est pas la Caisse d'épargne, donc bravo pour lui. Mais je voudrais dire quand même que derrière chaque start-up, et c'est pas M. Bebro qui me démentira, derrière chaque capitaine d'industrie, vous ne le savez peut-être pas, mais si Dassault existe, c'est parce qu'il y avait la BNP derrière. Derrière chaque grand capitaine d'industrie en France ou chaque patron de start-up, il y a un banquier qui lui a fait confiance. Voilà. Et donc, heureusement, à l'heure du digital, du numérique, etc., in fine, tout ça reste une question de relations humaines, de discours, d'échanges entre un chef d'entreprise et un banquier. Et c'est très rare que le chef d'entreprise ne retrouve peut-être pas auprès du premier banquier la bonne réponse, mais il finit en général par la trouver. Et je pense que c'est ce dialogue qu'il faut continuer à développer. Voilà. Merci. Pour BPI, quelles sont les voies de progrès ? Elles sont diverses. Donc, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour accompagner les nouvelles technologies, les entreprises, on a des outils aujourd'hui. En termes de structuration, BPI, c'est 3 grands pôles, un pôle international, un pôle investissement et un pôle plus bancaire. Donc, il y a des outils pour intervenir.
c'est vrai que l'idée ou l'objectif, c'est d'avoir un panel qui permet d'avoir un continuum de financement et d'accompagnement pour intervenir tout au long de la vie de l'entreprise, pas seulement au démarrage, mais sur les phases importantes, hein, lorsqu'elle se développe, lorsqu'elle croît, voilà, de croissance externe ou autre. Trois autres éléments. Beaucoup d'outils pour accompagner les nouvelles technologies, en innovation en particulier. Mais face aux enjeux qui sont devant nous, est-ce que c'est assez? Peut-être pas. Donc l'État en a bien conscience. C'est pour ça qu'il y a un fonds pour l'innovation et l'industrie qui a été mis en place récemment. Ce fonds il est doté de 10 milliards d'euros. Et l'idée, c'est que les rendements de ce fonds, grosso modo 250 millions d'euros par an, vont être dédiés à financer les innovations de rupture. Et parmi ces 250 millions d'euros, l'État souhaite s'appuyer sur BPI France, qui va gérer une partie de ce retour pour financer la Deep Tech, comme je disais tout à l'heure. Ce qui veut dire que dès 2019, et les années suivantes, nous allons déployer un plan Deep Tech relativement ambitieux et qui va impacter, ou en tout cas mobiliser l'ensemble de nos métiers, à la fois le financement, puisqu'au-delà des outils traditionnels que l'on gère aujourd'hui, on va mettre en place, déployer d'autres dispositifs pour coller encore au mieux aux spécificités de ces entreprises et de ces projets. Ça va impacter également le métier de l'investissement. Donc il y a des réflexions qui sont en cours, en particulier sur notre stratégie fonds de fonds. Et puis on va développer un dispositif de quasi-fonds propres certainement qu'on va positionner sur cette typologie d'entreprise. Et puis le troisième vecteur, ça va être l'accompagnement, hein, qui est essentiel aussi sur cette partie-là. Donc l'idée là, plus que l'idée, l'objectif, ça va être de développer, de déployer des actions à la fois pour mieux accompagner les créateurs d'entreprises de Deep Tech. Ça va être également de soutenir les structures d'accompagnement et de valorisation, et puis également ça va être là pour stimuler, pour accélérer le transfert de technologies, puisque sur ces nouvelles technos, très souvent, elles sont issues de laboratoires. On est extrêmement compétent au niveau régional et au niveau national sur la recherche académique, mais l'idée, c'est qu'il y ait encore plus de transfert vers la création d'entreprises et donc vers la création de valeur. Donc on va s'y employer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je pense aussi que c'est important, c'est l'approche filière est importante. Au-delà des accompagnements individuels sur des projets ou de l'accompagnement sur des projets collaboratifs, je pense que le fait d'intervenir sur des filières, ça permet de développer des briques ou des socles technologiques qui peuvent être partagés avec les adhérents, avec les acteurs de la filière. Ça permet aussi peut-être de rationaliser les investissements et de diminuer peut-être les risques qui vont être pris derrière par les différents acteurs de la filière lorsqu'ils vont développer des verticales ou des solutions spécifiques. Voilà. Et puis, pour améliorer la visibilité, le financement est important, mais il n'y a pas que. Il y a des sujets de réglementation, des sujets de propriété industrielle, voilà, qu'il faut également regarder. Lorsqu'on parle de la santé, par exemple, les industries de la science de la vie, il y a des barrières réglementaires qui sont fortes et qu'il est important de regarder et de faire converger à l'échelle européenne pour donner une plus grande visibilité à ces structures. Voilà. Merci. Alors, Laurent, du point de vue du chef d'entreprise, finalement, est-ce que vous êtes tenté aussi par d'autres modes de financement? On a parlé un peu du crowdfunding et des ICO qui arrivent également. Et puis, quel serait finalement votre financement rêvé en tant que chef d'entreprise? Alors, tout à l'heure, vous avez compris, j'ai parlé du passé, là, de ma jeunesse, de mes 14 premières années. 14 premières années à essayer de gagner de l'argent, puisque mon super commissaire aux comptes qui est dans la salle m'a dit à un moment, il faut que tu fasses attention à ton résultat d'exploitation. Puisque Pierre l'a dit, mon résultat net était positif, mais uniquement grâce au CIR. Donc ça, c'est un dispositif vital pour les PME innovantes, qu'il faut surtout pas, où il faut continuer à faire du lobbying pour que ça existe en France. Alors, depuis 2017, on a fait plus... donc, pendant 14 ans, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, hein, en gros. Et en 2017, on a fait plus 60%, on est passé à 1,6 million. Et en 2018, on va encore faire plus, je ne sais pas quoi, et on va arriver à 2 millions. Donc, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en 2 ans.
Alors aujourd'hui, vous avez bien compris que moi, les professions financières, j'ai un bon banquier et il connaît son métier et donc je lui parle. Aujourd'hui, j'ai besoin de restructurer mon haut de bilan, puisque quand vous passez de 1 million à 2 millions en 2 ans, autant vous dire que ça vous fait du chamboulement, vous doublez l'équipe, vous multipliez les dépenses, etc. Donc j'ai besoin de me faire accompagner pour améliorer mon BFR et accompagner mon développement. Donc aujourd'hui, avec mon commissaire aux comptes, on réfléchit à faire une levée de fonds ou faire rentrer un investisseur pour restructurer le haut de bilan. Donc déjà, j'ai entendu tout à l'heure l'éducation financière, ça c'est important parce que moi, typiquement, j'ai aucune éducation financière entre guillemets, et donc heureusement que j'ai des gens qui connaissent pour m'accompagner. Aujourd'hui, je rentre dans une nouvelle phase parce que faire rentrer un fonds, je ne sais pas ce que ça implique, à part que je vais être obligé de faire des tableaux de bord pour je ne sais pas quoi. Hein. Et donc, je vais moins travailler. Bon, mais je vais lui faire partager ma passion. Donc, il faut que je choisisse le bon. Donc, tout ça, faut vraiment que je sois bien accompagné pour ne pas me tromper. Concernant les évolutions du financement, moi, j'ai pas ma place pour dire quoi faire ou que faire. Je veux juste pointer du doigt les difficultés qu'on a aujourd'hui. Je rentre dans une phase où je vais faire de la facturage. Et aujourd'hui, mes partenaires financiers me disent ouais, tu fais 20% à l'export puisque je vends des lignes robotisées en Chine, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord. Et ils me font un taux qui est différent quand je vends en France que quand je vends à l'export. Enfin bref, je leur dis, mais c'est pareil, quoi. Non, c'est pas pareil. Bon, bref. Donc des tarifs différents, donc des difficultés à comprendre tout ça. Mais ce qui m'impacte le plus aujourd'hui dans mon fonctionnement de tous les jours, tous les gens ici de moins de 30 ans savent que vous utilisez un smartphone parce que c'est fluide, c'est simple, il n'y a pas besoin de lire les 50 pages du mode d'emploi. Aujourd'hui, quand vous avez vos interfaces bancaires, eh ben vous êtes encore à l'ère de... C'est tous mes amis, hein, mais je balance un peu, quoi. Vous êtes encore à l'ère de Cro-Magnon, quoi. Ou là, moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle un jeune, là, je lui dis, tu comprends? Il me dit non. Alors on cherche, on lit le mode d'emploi. Enfin, c'est pas fluide, c'est pas rapide. Et aujourd'hui, vous avez les néobanques qui se présentent et vous regardez leur interface, vous faites un virement, vous mettez 30 secondes à renseigner un nouveau RIB, vous faites ce que vous voulez en 2 secondes avec votre smartphone. Et quand vous essayez de voir ça avec votre banquier classique, je sais qu'ils font des efforts. Là, je rentre un nouveau banquier qui me dit, on est en 2018, hein, je suis pas fou là, novembre, ouais. Il me dit, je lui fais remonter que son interface est pourrie. Donc je lui dis, il y a une autre banque là, c'est quand même mieux. Il me dit, ouais, c'est moyen. Non, mais la tienne est pourrie. Ok, et qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que l'expérience utilisateur, c'est quand même le truc quand vous êtes banquier, puisque vous avez plus trop, même si je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des relations humaines avec votre banquier pour les crédits. Mais l'interface que vous avez, c'est plus le banquier, c'est l'interface que vous avez sur le web, quoi. Et donc, il me dit, oui, alors c'est prévu et ça sera disponible mi-2020. Oh, c'est bon, quoi. Hein. Le premier jour où les néobanques commencent à prendre les PME, vous êtes sûr, je passe sur une néobanque, quoi. C'est pas possible. Donc, juste améliorer, c'est même pas du financement, de l'innovation, là. C'est juste l'expérience utilisateur. Faites un petit investissement de quelques millions, là, et faites-nous une interface nickel. Et ça, déjà, ça va nous sauver la vie, ça va nous faire gagner du temps. Et franchement, cette expérience utilisateur, vous allez gagner des clients, ça va fluidifier le fonctionnement avec vos clients. Voilà. Parce qu'en fait, on aime beaucoup les expériences concrètes. Et d'ailleurs, ça rebondit sur la convention du centre qu'on fera en janvier, ce sera sur l'intelligence artificielle et justement comment on peut améliorer les relations avec les clients. Parce que avoir tout simplement une expérience concrète, c'est très utile pour les professions financières qui sont rassemblées à la fois dans la salle, mais aussi à la tribune. Bernard, donc sur ces évolutions, est-ce qu'il faudrait améliorer? Non, moi je pense que vous avez aujourd'hui quand même, alors
je parle plutôt aux banquiers traditionnels, mais vous avez aujourd'hui des fintechs, vous avez des nouveaux acteurs qui interviennent dans le financement bancaire, qui sont généralement des gens qui sont issus du milieu financier, qui ont un passé d'auditeur ou qui ont un passé en corporate finance et qui ont une démarche un peu différente du banque traditionnel, c'est-à-dire qu'ils ont une approche de type project finance, moi j'en connais une, ce sont des gens qui font du project finance, mais au lieu de faire du project finance pour le tunnel sous la Manche, ils font du project finance pour des startups. Et donc là, il y a quand même des... C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des fintech, donc je ne suis pas là pour la faire de la pub, donc je ne dirais pas qui c'est, mais ce sont des gens qui ont une quarantaine d'années, qui sont tous issus de la fonction financière, soit des cabinets d'audit, soit des banques d'affaires, et qui ont une démarche type project finance, c'est-à-dire où le financier se rémunère non pas, n'est pas uniquement prêteur, mais il prend part au risque. C'est typiquement le project finance appliqué aux startups. C'est peut-être une solution d'avenir. Et vous avez, ce qui fait que leur notation, leur appréciation, ils ont d'abord une démarche d'audit. Donc moi, je trouve que je viens de fonction, je viens de l'audit. Ils ont d'abord une démarche d'audit. Ils auditent le projet, ils disent on rentre dedans, on ne rentre pas dedans. Et ça, c'est peut-être une des solutions d'avenir, plutôt que d'avoir des ratios traditionnels. Alors, puisqu'on me laisse la parole, je voudrais juste parler un peu rebondir sur les relations humaines. Et après, j'en aurai terminé. Il faut savoir, donc, ce qu'on appelle l'immatériel, c'est quand même beaucoup de qualitatif. Donc, quelque part, ça consiste à coter de manière qualitative la qualité du management, les relations clients, la CRM, etc. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui ne sont pas traçables facilement dans le système comptable pour des raisons de système d'information comptable, mais c'est pas des élucubrations de savoir-fou. Hein. C'est très concret. Hein. C'est la qualité du management, la qualité de la base client, la qualité de la CRM. Mais aujourd'hui, la difficulté que l'on a par les méthodes traditionnelles, c'est que le système d'information comptable ne trace pas ces informations. Et donc la difficulté que l'on a, c'est justement d'aller un peu à la pêche dans l'entreprise pour récupérer ces informations et pouvoir développer ces méthodes. Voilà, j'ai fini. Merci. Alors, en fait, avant de laisser un peu de temps pour les questions que vous pourriez avoir, Sébastien, on a parlé justement un peu d'ICO, de crowdfunding. Il y a des problématiques effectivement aussi juridiques sur ces sujets. Donc, effectivement, on vous laisse la parole et après, on pourra avoir un temps d'échange avec vous aussi sur ces questions. Merci beaucoup. Alors, donc la question en fait du droit par rapport à ce financement des nouvelles technologies, enfin, c'est une question qui est assez récurrente, qu'on retrouve assez souvent. Et souvent, on disait que les banquiers avaient des difficultés à comprendre les besoins des chefs d'entreprise. On peut se poser la question de savoir si les juristes eux-mêmes n'ont pas des difficultés parfois à comprendre les besoins des chefs d'entreprise. Et quand je dis les juristes, c'est l'ensemble non pas simplement des professions, comme on disait ici, les professions financières, mais les professions juridiques dans leur ensemble et notamment aussi le législateur. Et donc c'est une grande question de savoir finalement qu'est-ce que le droit peut dire par rapport à ce financement des nouvelles technologies. Alors, et donc cette question, en fait, c'est une question qui a été abordée en mars 2018 lors d'une rencontre que j'avais organisée avec quelques étudiants et Cédric Villani. Et donc la grande question qui se posait, c'était comment est-ce que le droit et ces nouvelles technologies, comment le droit et l'intelligence artificielle peuvent essayer de dialoguer. Donc est-ce qu'un dialogue est possible ? Je crois que c'est une question qui est assez essentielle de voir comment il est possible pour le droit d'intervenir dans cette nouvelle dimension. Et finalement, Cédric Villani disait qu'il y avait une double question, et je vais reprendre un peu cet aspect-là. Le problème, c'est comment le droit peut-il faciliter l'essor des nouvelles technologies. Je crois que c'est un point qui est assez essentiel. Et pour aller un peu plus loin, comment faire pour que le droit ne bloque pas les financements innovants. Donc il y a un peu cette question, c'est que souvent les juristes, et je crois que dans la mentalité commune, et pour les chefs d'entreprise en particulier, le chef d'entreprise, enfin tout le monde est un peu chef d'entreprise, mais celui qui est ici au milieu de la table, c'est évident que les questions juridiques sont assez problématiques et souvent on fait état d'un excès de réglementation. Alors, il faut voir que les excès de réglementation sont aussi destinés à protéger et c'est un peu l'une des questions que l'on voit. Alors,
ce que l'on peut en voir ici, notamment, c'est que, en fait, lorsqu'on est dans le domaine des nouvelles technologies, c'est aussi usuel d'utiliser les nouvelles technologies. Je pense que quelqu'un qui est dans qui travaille dans les questions de nouvelles technologies est beaucoup plus à même ensuite d'intervenir avec les nouvelles technologies, notamment en matière de financement, et donc de rechercher des financements qui sont liés aux nouvelles technologies. Je ne pense pas que ce soit les seuls, mais notamment toutes les startups sont plus à même d'être intéressées par tout ce qui est nouveauté dans ce domaine-là. Et donc c'est une des questions qui se pose, notamment pour le législateur à l'heure actuelle, c'est de savoir comment faire pour être à même de répondre. Alors je ne vais pas prendre la défense du législateur, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma casquette, mais ce que l'on peut tout de même constater, c'est que le législateur, depuis quelques années, essaye de tenir compte des évolutions qui existent et essaye de faire en sorte au moins de donner des réponses, donner des possibilités pour utiliser ces financements par le biais des nouvelles technologies au profit des entreprises. Alors, qu'est-ce que l'on constate? En fait, c'est vrai que le droit français n'est peut-être pas à la pointe, mais on peut tout de même constater qu'il est quand même pas trop en retard, et notamment par rapport à d'autres pays. Et certains pays essayent de mettre des bâtons dans les roues. Je vais évoquer quelques mots sur les ICOs. On voit notamment que certains pays sont totalement hostiles aux ICOs. Le droit français, pour l'instant, on est encore dans les travaux. Enfin, ça a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais le droit français n'est pas contre les ICOs. Et on verra donc que sur ce point, c'est un aspect qui est important. Et donc, deux aspects que je vais évoquer pour montrer comment le droit essaye de réagir par rapport à ce financement des nouvelles technologies. D'abord, par rapport à la blockchain. Alors, tout le monde parle de la blockchain, ça fait toujours très tendance d'évoquer la blockchain. Ce que l'on constate tout de même, c'est que le législateur est intervenu, enfin, les législateurs sont des ordonnances, donc le gouvernement est intervenu à 2 reprises à ce sujet. Et c'est-à-dire qu'il tient compte du fait que c'est une réalité à l'heure actuelle et qu'il faut donc utiliser cette réalité, il faut légiférer dessus, il faut essayer de trouver des outils pour faire en sorte que notamment le registre, donc la blockchain c'est un registre qui est considéré comme immuable, infalsifiable, inaltérable, et bien qu'il puisse effectivement être utilisé dans notre législation. Et donc on le voit notamment avec 2 ordonnances qui ont été prises relativement récemment, puisque ça fait moins d'un an pour une et puis un peu plus d'un an pour l'autre. L'ordonnance du 28 avril 2016 par rapport au mini-bon, donc qui permet justement, on parlait du crowdfunding, c'est vrai que le crowdfunding n'est pas particulièrement utilisé, mais dans la mesure où il est utilisé, autant qu'il soit utilisé avec une certaine efficacité. Je pense que c'est un peu la logique à l'heure actuelle que l'on trouve, quel que soit finalement le gouvernement, puisque 2016, c'est l'ancien gouvernement, et puis l'autre ordonnance, celle du 8 décembre 2017, relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, qui est le nom français législatif, en tout cas, de la blockchain, dispositif d'enregistrement électronique partagé, qui est donc destiné à faire en sorte que l'on puisse avoir recours donc à ce registre indépendamment finalement d'un intermédiaire, c'est-à-dire que l'intermédiaire se trouve remplacé par un registre. Je ne suis pas banquier, mais si j'étais banquier et que j'avais des comptes titres, et je crois que ça fait quand même partie des grandes activités des banquiers, on peut quand même poser la question, dans quelques années, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que l'intermédiation financière, on a déjà parlé de la désintermédiation bancaire, ici on est dans une nouvelle logique qui apparaît, celle d'une désintermédiation financière qui risque d'apparaître avec cette blockchain et notamment dispositif d'enregistrement électronique partagé. Alors pour l'instant, c'est tout de même assez limité, puisque ça ne concerne en fait que des titres financiers qui ne sont pas négociés sur une plateforme de négociation. Alors ce que dit le législateur précisément, c'est qu'ils ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central, ni ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Donc ça veut dire des titres qui ne sont pas cotés en bourse, mais rien n'interdit qu'à terme, qu'il y ait de nouvelles évolutions qui interviennent, et que l'on puisse permettre que le dispositif d'enregistrement électronique partagé puisse se développer même lorsque l'on est en présence de titres cotés. Donc ça, sur la blockchain, on voit qu'il y a des évolutions. Le législateur essaye de suivre un peu comme il le peut, mais je pense que ça peut être relativement efficace et ça permet de faire évoluer la question. Sur la question des ICOs, donc Initial Coin Offering,
qui s'appuie donc sur la technologie blockchain. Donc on voit que c'est un peu la suite logique. L'objectif, c'est de permettre de lever des fonds. Alors je ne sais pas effectivement, enfin, ça a été un tout petit peu évoqué, mais finalement il n'y a pas eu de réponse, savoir si ça fait partie des grands projets pour des startups, enfin qui ne sont plus réellement des startups à l'heure actuelle, de pouvoir se développer dans ces domaines-là. Ce que veut faire le législateur sur la question et la réponse en fait juridique, eh bien, c'est de permettre cette évolution parce que c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant. Alors, de quoi s'agit-il? Je pense que beaucoup de gens connaissent la question, mais je vais quand même l'évoquer. Donc, il s'agit en fait d'émettre des tokens, donc des actifs numériques, qui sont en nombre limité. Le fait qu'ils soient en nombre limité, c'est un aspect qui est assez important. Et donc, ces actifs, ces tokens sont achetés par de la crypto-monnaie, qui peut être des bitcoins ou autres. La question de savoir qu'est-ce qu'on achète, c'est un peu la grande question qui se pose. Et il y a un exemple qui est souvent pris, et là, Monsieur Attali c'est l'exemple d'Air France, en fait, qui est souvent pris pour parler de ces tokens. C'est-à-dire que lorsqu'on est en présence d'une IPO, on achète des actions. Lorsqu'on est en présence d'une ICO, et notamment lorsqu'il s'agit de utility tokens, enfin, une des catégories qui représente même 80% des tokens, eh bien, on achète des miles. C'est-à-dire qu'on achète des services futurs. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est très différent de ce que l'on peut trouver en matière de IPO. Et donc ensuite, ces tokens peuvent être revendus. Donc il y a une cotation sur un marché secondaire. Donc on est en présence d'un marché qui est spéculatif. La question qui se pose, et notamment pour les juristes, c'est savoir quelle est la qualification juridique qu'il faut retenir. Et en fait, il y a deux réponses qui sont données qui correspondent aux deux rives de l'Atlantique. Il y a une première réponse qui dit qu'il faut assimiler en fait ces actifs numériques à des actifs financiers. Et donc c'est la position de la SEC, donc Securities and Exchange Commission, parce que les tokens en fait sont listés sur un marché. Et finalement, le fait qu'ils soient listés sur un marché, ça suffit à les faire rentrer dans la catégorie des securities. Donc la SEC a considéré que les actifs numériques pouvaient être des actifs financiers. Et récemment, donc au début du mois de novembre, la SEC a condamné deux porteurs de projets sur ce fondement-là. Donc en utilisant, en fait, en les faisant rentrer dans la catégorie des securities. Et puis, l'autre position pour la qualification juridique, c'est de considérer que les actifs numériques sont différents des actifs financiers. Cette fois, c'est de ce côté-ci de l'Atlantique, et plus précisément, c'est le cas en France. C'est la position de l'autorité des marchés financiers. Pour quelles raisons faut-il distinguer les actifs numériques des actifs financiers? Parce qu'en fait, les instruments financiers sont différents des securities américains. Ce sont soit des titres financiers, soit des contrats financiers, donc des instruments financiers. Et la question de la cotation n'est pas dans la définition des instruments financiers. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas considérer que les tokens qui, eux, sont cotés sont des instruments financiers, à la différence de ce que font justement les Américains. Alors, une fois la qualification juridique posée, quelle régulation peut-il y avoir en matière de tokens, en matière d'ICOs? En fait, il y a des risques qui sont évidents et je pense que c'est la raison pour laquelle certains pays interdisent les ICOs, notamment la Chine, qui pourtant est très portée sur les nouvelles technologies. La Chine refuse de manière catégorique les ICOs, le Vietnam aussi, l'Algérie, le Maroc, sans doute pour d'autres raisons. Il y a effectivement des ICOs qui peuvent être frauduleuses. C'est un moyen qui peut permettre d'aller à l'encontre des règles anti-blanchiment ou de financement de terrorisme. Cela dit, et c'est, je pense, un point qui est intéressant avec le projet de loi Pacte, le but, c'est d'assurer un équilibre entre deux choses, entre l'accompagnement de l'innovation, donc ce qu'on envisageait juste à présent, c'est-à-dire il ne faut pas bloquer l'innovation. Ça faisait partie des discussions à l'autorité des marchés financiers. Justement, l'idée, c'est le législateur ne doit surtout pas bloquer l'innovation. C'était, sans trahir de grands secrets, c'était un combat qui était mené en fait entre deux instances, l'autorité des marchés financiers d'une part, et puis d'autre part la Banque de France qui, elle, était plutôt favorable à un caractère très restrictif en matière d'ICO. Et donc, d'un côté, donc, l'accompagnement d'innovation, de l'autre côté, c'est la protection des investisseurs. C'est la mission traditionnelle de l'autorité des marchés financiers de protéger les investisseurs, et c'est la raison pour laquelle finalement, avec le projet Pacte,
eh bien, on va se retrouver avec le rôle de l'AMF. Donc l'AMF va pouvoir intervenir justement pour protéger les investisseurs. Et donc, l'objectif de la loi Pacte, enfin du projet de loi Pacte pour l'instant, c'est de permettre l'identification des projets vertueux. C'est ce qui fait partie du texte, ce que l'on voit dans le texte à l'heure actuelle. Et donc, pour cela, il faut donner un label, donc labelliser les différents acteurs via un visa. Et c'est pour ça qu'on parle habituellement d'un encadrement qui est un encadrement optionnel. Et l'avantage, notamment s'il y a un visa, c'est que cela devrait permettre, c'est une des grosses difficultés pour les intervenants dans ces domaines-là, ça devrait permettre justement de faire en sorte qu'il y ait un droit au compte bancaire. Et à l'heure actuelle, le droit au compte bancaire, justement, n'est pas reconnu pour ces différents acteurs. Alors le loi Pacte continue avec d'autres projets, enfin je ne vais pas tout évoquer, mais notamment la création de nouveaux prestataires de services sur actifs numériques, donc l'équivalent, on peut dire, des PSI, prestataires de services d'investissement, en matière d'actifs numériques, et puis aussi la possibilité pour les fonds, alors certains fonds simplement, les fonds professionnels spécialisés, d'investir dans les tokens. Donc ce sont des fonds d'investissement alternatifs qui, eux seuls, pourraient investir en tout cas dans les tokens à l'heure actuelle. Pour conclure sur cette conclusion, parce que c'est déjà une conclusion, la grosse difficulté que l'on voit, c'est notamment, puisqu'on m'a demandé d'intervenir sur la question juridique, enfin, le droit est toujours un peu dans cette situation un peu ambivalente, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, enfin des nouveautés qui apparaissent un peu dans tous les domaines. Alors, est-ce qu'il doit rester à la marge? Est-ce qu'il doit attendre que ça se passe? Enfin, c'est un débat qui est ancestral, on peut dire, hein, la place du droit. Est-ce qu'il doit accompagner les évolutions? Est-ce qu'il doit les freiner? Un peu dans tous les domaines, aussi bien sociétal que ici financière. Dans ces domaines-là, enfin, vu la situation économique de la France, l'idée, c'est justement d'essayer de vraiment accompagner les acteurs en leur proposant de nouveaux outils. Il en existe déjà. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait que le droit ne freine pas toutes les évolutions. Ça ne veut pas dire qu'il doit... Enfin, c'est un peu la position du législateur. Il ne faut pas être naïf par rapport à ces risques. Les risques existent, mais peut-être le fait qu'il y ait un label donné à certains acteurs, donc qui lancent des ICO, ça peut permettre justement de rassurer les investisseurs, parce qu'au moins ils sauront qu'en allant vers tel projet, il y a toujours un risque, évidemment, dans un domaine qui est un domaine de risque. Mais au moins, il y a eu des vérifications qui ont été réalisées auparavant. Je vous remercie. Il nous reste en fait 10 minutes, c'est pas encore l'heure de la pause, 10 minutes pour les questions, puisque nous sommes tout à fait dans les temps. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux participants de cette table ronde ou à Sébastien aussi Neuville sur son intervention. Merci, bonjour, Kamel Sassi à France Active, financeur solidaire. J'avais deux questions. La première, c'était par rapport aux actifs immatériels, sur la réforme, sur la profession des commissariats aux comptes. Donc voir un peu comment vous analysez cette évolution. Et puis, ma seconde question, c'est par rapport à l'investissement de long terme, et notamment sur des petites entreprises. On a eu l'exemple avec notamment l'entreprise de monsieur Latours. Notamment où on voit qu'on est très dépendant depuis très longtemps de l'activité de crédit. Et donc, qu'est-ce que vous voyez dans la loi Pacte de nouveautés qui permettraient de développer de l'investissement long terme, justement pour être moins dépendant du crédit pour ces petites entreprises, voilà, et voir s'il pouvait y avoir des évolutions, notamment sur le développement de l'investissement long terme, mais sur des tickets peut-être inférieurs. Sur les sujets d'investissement long terme, c'est le sujet de la deuxième table ronde. Donc, on pourra y répondre aussi avec la deuxième table ronde. Peut-être votre première question sur la réforme des commissaires aux comptes et les problématiques de seuil. Je pense qu'une entreprise comme celle qui était encore peut-être en dessous des seuils ne peut peut-être que se féliciter du fait qu'on ait augmenté les seuils, qu'on les ait portés au niveau européen. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Non, parce que j'ai une filiale et donc je suis obligé d'avoir un commissaire aux comptes. Alors vous êtes obligé. Enfin, obligé. Je l'aime, mais c'est pour ça que je le garde. Qui veut répondre sur cette question? Peut-être. Oui. Je dirais qu'il y a deux sujets, si vous voulez. Il y a le premier sujet qui est tout
toute façon. Alors, je ne veux pas parler au nom de la... Parce que je ne suis pas commissaire aux comptes, mais il y a deux sujets. Il y a le premier sujet, il y a le seuil. Par contre, il y a le deuxième sujet, il y a peut-être la méthodologie. Il faut savoir que les commissaires aux comptes sont contrôlés par le H3C. Ils ne peuvent pas déroger aux règles du H3C. Donc là, ils ont peu d'autonomie en matière de, comment dirais-je, de créativité comptable. Voilà. Sur le problème du seuil, c'est vrai que le commissariat aux comptes, ça apporte, enfin, je pense que le commissariat aux comptes apporte quand même une certaine sécurité vis-à-vis des tiers. Mais c'est qu'une opinion personnelle. N'étant pas commissaire aux comptes, je ne veux pas parler au nom de la profession des commissaires aux comptes. Voilà. Moi, je veux bien répondre sur la seconde question. Donc, effectivement, on parle beaucoup des start-up, on parle beaucoup des très belles PME, on parle beaucoup de nos ETI, et on parle très peu de nos TPE et de nos petites PME, c'est moins trendy. Pour nous, c'est un sujet clé. La région Occitanie a très tôt compris que c'était un des bassins d'emploi les plus importants et que c'était donc un sujet crucial en termes de maintien et création d'emplois. Et les fonds propres jouent leur rôle sur ce sujet, alors compliqué, qui néanmoins démontre effectivement sa thèse d'investissement. Et je salue la présence dans la salle du directeur général de Midi-Pyrénées Croissance, qui fait un travail remarquable sur ce sujet, aussi bien pour l'accompagnement des transmissions de nos PMI et de nos PME et l'accompagnement de leur développement. C'est un sujet complexe, c'est beaucoup d'entreprises à accompagner pour des petits tickets. Il faut du courage, il faut des valeurs humaines, il faut du professionnalisme et une vocation. Donc merci Jean-Bernard. Autre question ? Oui, sur les TPE, je voulais dire un mot parce que c'est un sujet complètement central. C'est un sujet sur lequel nous avons en France une association qui travaille depuis maintenant un quart de siècle qui s'appelle l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui a été créée par Maria Novak, qui est une femme qui s'est concentrée au départ sur l'idée d'aider des chômeurs à créer des entreprises. Et son activité a été extraordinaire. L'ADIE a permis la création de 30 000 entreprises. Et son principe est relativement simple. Il repose sur l'idée du prêt d'honneur au créateur d'entreprise pour lui permettre d'avoir les fonds propres de départ, d'amorçage qui sont nécessaires. Alors cet ADIE a permis de développer les auto-entrepreneurs dans notre pays, qui sont des gens extrêmement importants du point de vue de la création de l'emploi. L'avenir de la création d'emplois passe probablement beaucoup par ces auto-entrepreneurs créateurs de leur propre entreprise. Et le législateur s'en est soucié. Aujourd'hui, il y a un statut de l'auto-entrepreneur qui permet en effet à ces initiatives d'une façon assez large. Et le système bancaire accompagne globalement les efforts de l'ADIE, c'est-à-dire que tous les grands réseaux bancaires ont des accords avec l'ADIE pour financer les entreprises individuelles qui sont créées avec son appui. Donc je voulais donner cette indication parce qu'elle est très révélatrice. Actuellement, un effort est fait pour essayer de multiplier l'expérience de l'ADIE, à la fois en renforçant ses moyens à elle et d'un autre côté en créant d'autres initiatives. Il s'en crée d'ailleurs sur le plan local dans certaines régions. Je crois que le problème du travail individuel est un problème qui est de nature à permettre de faire face aux difficultés que nous avons à traiter le problème du chômage par l'intermédiaire du salariat. Je crois qu'une partie des chômeurs pourrait disparaître si le travail indépendant se développait davantage. C'est ce qui s'est passé en tout cas en Grande-Bretagne, donc pas très loin de chez nous. Dans la période de M. Cameron, il n'y a pas seulement eu le mauvais acte de créer un référendum sur le Brexit. Auparavant, il s'était occupé précisément de la création d'emplois. Et la Grande-Bretagne a créé en l'espace de 5 ans 2 millions d'emplois, dont 1 million d'emplois de travailleurs indépendants. Donc c'est là
l'avenir, d'une certaine façon, de la lutte contre le chômage. Le travail indépendant, en outre, est parfaitement bien adapté. L'auto-entrepreneur est un statut bien adapté sur ceux qui veulent créer leur entreprise, essentiellement pour une activité en Internet. Donc, c'est une méthode très, très efficace pour les emplois de l'avenir. Voilà. Pour cet éclairage, Michel. Et avons-nous d'autres questions? Ah, juste derrière. Bonjour. Je voulais m'inscrire en faux par rapport à l'affirmation qui a été dite tout à l'heure qu'il y avait un problème culturel avec les Français et l'investissement. Je pense que c'est complètement faux. Si on leur donnait les moyens d'investir, comme ça a été fait en Angleterre, pour le souligner ce qui vient d'être dit récemment, juste avant, les Anglais ont créé l'Enterprise Investment Scheme, qui est un schéma qui permet à tout un chacun d'investir dans une entreprise. Ça donne une déduction fiscale de 50% sur l'IR et une entreprise. Et s'il y a une perte derrière, 50% de la perte est reprise par l'État. Donc ça veut dire que s'il y a une perte, 75% est payé par l'État. Donc avec ce schéma-là, une entreprise peut lever des fonds jusqu'à 5 millions de livres et jusqu'à 13 millions de livres après. Donc ça, c'est un moyen extrêmement puissant qui permet de décentraliser les flux financiers en capitaux. Et comme on est dans une économie qui se dirige vers les circuits courts, on aurait un schéma comme celui-là en France, on permettrait justement de financer par proximité beaucoup plus facilement les entreprises et favoriser l'auto-entrepreneuriat. Voilà ce que je voulais dire. Bon. Comme c'est moi qui l'ai dit, je vais répondre. En France, on a eu aussi les FIP hier et ISF. De ce que vous me décrivez du schéma anglais, quand même, si à l'arrivée c'est l'État qui prend 75%, on ne peut pas dire que ce sont les Anglais qui sont incités à investir au capital du PME, c'est l'État. Bon. Si tout est mis en place pour que ce soit sans risque, avec avantage fiscal, etc., ça devient plus culturel, ça devient juste incitatif. Voilà. Quand on compare, ce qui est clair, c'est que je connais moins bien le système anglais, quand on compare les investissements des particuliers aux États-Unis et en France, on voit qu'il y a quand même un gap culturel énorme. Voilà. Que je regrette, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, il faut y travailler, c'est très long. Il y a beaucoup de gouvernements qui ont déjà essayé de prendre des initiatives. Le président Macron n'arrête pas de le répéter. C'est compliqué, c'est pas dans la culture des Français, et il faut à tout prix qu'on bouge dans ce domaine. D'ailleurs, le retour à l'éducation financière aussi, pour comprendre les produits et donc avoir également envie d'investir. Y a-t-il une dernière question avant une pause? Oui. Ah, 2 questions. Les 2 dernières. On va peut-être les prendre toutes les 2, et puis comme ça, il y aura les réponses juste après. Bonjour, j'avais une question concernant le financement des techs par des financeurs étrangers. Aujourd'hui, je travaille dans l'accompagnement. Et comment faire pour faire dialoguer le monde du financement à une vitesse rapide avec les entrepreneurs? Dans mon cas, je vais citer un exemple. Un entrepreneur a besoin de 5 millions. Impossible d'avoir des rendez-vous dans les temps. Du coup, c'est le fonds souverain chinois qui a racheté l'entreprise. C'est un peu dommage de perdre une pépite française dans ces cas-là. Donc, quelles sont les contre-mesures qu'on peut mettre en place pour solutionner ces cas-là, sachant qu'il y a eu un effort concret de la BPI, mais qui n'a pas été soutenu par la puissance non publique. Deuxième question derrière. Merci. Bonjour, David Lovato, je suis doctorant contractuel en droit et je voulais poser une question sur le fonds d'investissement de rupture. Donc c'est juste une précision, je voulais savoir si c'était le même mécanisme que le fonds d'investissement pour l'industrie et est-ce qu'il serait possible de connaître quelques lignes directrices, parce que je crois que dans le projet de loi Pacte serait créé un conseil de pilotage de ce fonds, et si quelques lignes directrices sont déjà connues au sein de BPI France. Merci. Je réponds d'abord à la seconde. À la seconde, non, j'ai pas d'éléments particuliers aujourd'hui, donc voilà.
Sur la première question, donc effectivement la question du dialogue, hein, du porteur de projet avec l'investisseur et de la rapidité de décision et surtout la transparence de la décision est un point clé. Donc je pense que dans le cadre d'une relation de proximité, ce que permet effectivement de faire notamment une équipe régionale comme la nôtre, c'est bien d'être au contact des entreprises le plus tôt possible, grâce effectivement à l'ensemble de l'écosystème. On les suit même avant même qu'elles soient en levée de fonds, pour les accompagner comme vous le faites et effectivement les aider à discerner dans le cadre de leur levée de fonds, à être bien préparés. Ça, c'est un point clé, ce qui permet d'accélérer le moment venu la prise de décision, puisque effectivement pour des gestionnaires de fonds propres, on gère pour compte de tiers, donc on est amené à réaliser un certain nombre de diligences, un certain nombre de documents, de la documentation juridique et autres, qui imposent effectivement des délais minimaux d'intervention pour permettre de mettre en œuvre un professionnalisme minimal sur ce type d'opération. Mais j'ai envie de dire que du coup, cette proximité, le dialogue et aussi comprendre, un investisseur doit toujours dire par rapport à ce projet pourquoi il y va ou pourquoi il n'y va pas et quand il ira, ou sous quelles conditions, ça me semble le point clé. Et je pense qu'effectivement, mettre en place des équipes régionales répond en partie à votre question. Voilà. Ce qui est le cas aussi notamment des équipes de BPI aussi. Juste pour compléter sur ce point, sur cette partie-là, il ne faut pas hésiter à... au niveau de BPI, sur la partie investissement, on intervient essentiellement à travers des outils de fonds, donc des fonds partenaires. On a quelques outils en direct, mais il ne faut surtout pas hésiter à venir frapper à l'échelon local, à la direction régionale. Déjà, on sera peut-être vous orienter, et puis sinon, on a une structure, on a un pôle deal flow à Paris, dont l'objectif est d'être réactif pour pouvoir orienter en fonction du besoin, en fonction de la maturité du projet, en fonction de son stade, vers des interlocuteurs, partenaires ou pas, sur des levées. Donc, pas hésiter à frapper à l'échelon local aussi, quoi. Merci beaucoup. Il nous reste sur cette première table ronde à d'abord féliciter et applaudir notre panel.